Nouvelle semaine, nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Parlons tout de suite de diplomatie pour commencer. Monaco alloue 3 millions d'euros par an pour Madagascar. De nombreux secteurs sont concernés par ce financement, dont la santé, l'éducation et la lutte contre la malnutrition. La cérémonie de signature de l'accord cadre entre la ministre chargée des Relations extérieures de la Principauté de Monaco et le ministre des Affaires étrangères malagasy a eu lieu ce jour au ministère des Affaires étrangères à Anous. Détails sur les images de Sechan Janab. 3 millions d'euros, soit 16% du produit intérieur brut monégasque, ont été alloués à Madagascar. Cette allocation financera plus de 30 projets dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la lutte contre la malnutrition dans 13 régions de Madagascar, mais surtout dans le sud. La cérémonie de signature qui a eu lieu aujourd'hui est un signe de la continuité des travaux, a déclaré le ministre des Affaires étrangères malagasy, Richard Ndjamanjatu. En effet, ce partenariat remonte aux années 2000. D'un pays ami, c'est un pays partenaire de cœur et je suis très heureuse en tant que nouvellement ministre des Relations extérieures et de la coopération d'effectuer mon premier voyage, mon premier déplacement à Madagascar, qui est le premier pays partenaire de la coopération monégasque. Donc voilà, nous avons des liens d'amitié solides qui se sont construits au fil du temps, des liens d'amitié entre les gouvernements, mais également entre les peuples monégasques et de Madagascar. Donc c'était tout naturellement que j'ai demandé à la direction de la coopération d'organiser ce voyage à Madagascar qui me permet, pendant une durée d'une semaine, de pouvoir aller au plus près des bénéficiaires des projets que nous mettons en place. Durant sa visite à Madagascar, la ministre des Relations extérieures rencontrera divers hauts responsables des projets que la principauté monégasque financera, a-t-elle précisé. Dans un tout autre sujet, la question de fiscalité et notamment les droits et taxes sur les produits locaux et importés sont à l'origine des principaux problèmes rencontrés par les secteurs privés. Cela constitue un obstacle au développement, comme l'a confirmé le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Développement ce jour. Un atelier de concertation se tiendra cette semaine afin de trouver une solution durable à cette situation. Détail avec Antoniana Martina et Nzaren Jansu. Le développement du secteur industriel ainsi que les obstacles rencontrés seront soulevés lors d'un atelier de concertation qui se tiendra cette semaine. Les entrepreneurs et les groupements des entreprises malagasy échangeront avec le ministère de l'Industrie et du Commerce. Les problèmes d'approvisionnement en énergie, la dégradation des routes pour le transport des produits et surtout la fiscalité, ce sont entre autres les maux de ce secteur. La mise en place d'une plateforme pour tous les entrepreneurs malagasy figure également parmi les projets de l'État, notamment à travers la construction d'une usine dans chaque district. Par ailleurs, 3 entreprises sucrières, notamment celles de Brickaville, de Bouin et de Tolanar, seront opérationnelles cette année. Avant d'établir la loi des finances, une conférence budgétaire est nécessaire afin que les élus comme les maires et les députés fassent part des aspirations de la population. La conférence budgétaire pour la région d'Analamangue s'est tenue ce jour à Anous. Détails sur les images de Sechan Janab. Il est nécessaire d'impliquer les élus dans l'élaboration de la loi des finances pour que le développement puisse véritablement impacter la population, ont déclaré les maires et les députés qui ont assisté ce jour à la conférence budgétaire d'Analamangue. C'est aussi une occasion pour faire part des besoins de chaque district et commune. Pour le cas de la commune d'Alakamissi Anjanmadiou, le maire a proposé une subvention d'investissement au lieu d'une subvention de fonctionnement. Concernant la passation de marchés publics, il souhaite l'exonération de la taxe de 8% et en ce qui concerne le seuil de l'achat direct, lequel devrait être révisé au lieu des 1 500 000 ariars. Le maire de la commune de Manchsou, district d'Anjamasen, réclame un budget dédié au paiement des carburants des engins qui réparent les routes, car jusqu'à présent, c'est la commune qui doit s'en acquitter. Le député IRD, issu du district d'Amboudjachim, souhaite un budget pour l'entretien des canaux d'évacuation afin de prévenir les inondations. La conférence budgétaire de ce jour était également l'occasion de présenter un rapport sur la performance du budget de l'État de l'année dernière. Cette conférence budgétaire a débuté à Antsui le 22 mars et se terminera le 7 avril.
Par la suite, les propositions seront collectées et envoyées au ministère auquel la demande est adressée. Chaque ministère sélectionnera celle qui concerne le programme général de l'État. Éducation à présent, près de 6 954 salles de classe dans 2498 établissements dans les districts de Mananzar, Farafangan, Vuipen, Ikungu. Ce sont des zones les plus touchées par les passages des cyclones à Madagascar, vont être réhabilitées dans le cadre de la réponse nationale aux urgences cycloniques et en appui au ministère de l'Éducation nationale par l'OIT en tant que partenaire technique et l'ambassade de Norvège à Madagascar. Reportage de Felana Rakutuarsul et de Tudor Lalra 900. L'année 2022 a été marquée par le passage successif des 3 cyclones, à savoir Ana, Batsirai et Emnati, ce qui a provoqué la destruction totale de 6 954 salles de classe dans 2498 établissements, la destruction partielle de 2706 salles de classe dans 1189 établissements scolaires. Il y a eu également la destruction des toitures de 2913 salles de classe dans 1287 établissements scolaires, ainsi que la destruction de 25 bâtiments administratifs. Toutes ces destructions ont eu pour conséquence la privation des cours de 423 866 élèves dans les 21 régions. Dans le cadre de la réponse nationale aux urgences cycloniques et en appui au ministère de l'Éducation nationale, l'OIT, en tant que partenaire technique, réitère et confirme sa disponibilité pour la réhabilitation des écoles les plus touchées par le cyclone Batsirai afin que les enfants affectés puissent retourner à l'école au plus vite. Donc, avec cette approche, on offre un travail de qualité, et un travail périn. Ensuite, on forme des gens, et on forme les petites et moyennes entreprises aussi sur les chantiers. On leur donne priorité pour d'autres chantiers. Ensuite, on utilise la main-d'œuvre locale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, c'est une approche qui fait la promotion du travail décent et qui permet de générer des revenus au niveau des localités, puisqu'on utilise la main-d'œuvre et le matériel local. Dans les actualités également, non-respect du circuit, non-respect des passagers et non-respect du cahier des charges, ce sont les raisons pour lesquelles la commune d'Ivat et les forces de l'ordre ont sanctionné les bus de la ligne D qui sont en charge du transport reliant à Tanarive, Ivat, à Mbujachim et à la Kamis. Les responsables sont stricts suite aux doléances quotidiennes des usagers. De leur côté, les transporteurs de cette ligne ont décidé de ne pas travailler à partir de ce jour pour manifester contre les sanctions infligées par la commune et les forces de l'ordre. Reportage de Fitim Yarkoufen sur les images de Sechan Janab. Les bus de la ligne D, reliant Antananarive et la commune d'Ivat, d'Ambujachim et à la Kamis, ont décidé de suspendre leurs activités à partir de ce jour en réponse aux sanctions qui leur ont été infligées suite aux innombrables infractions qu'ils ont commises. Non-respect du circuit surtout le soir, ce qui entraîne des surcoûts pour les passagers, d'où les doléances de ces derniers. D'après cet habitant d'Ivat, une autre ligne devrait concurrencer la ligne D afin d'améliorer la qualité du transport dans cette commune. Pour y remédier, la commune a pris les mesures nécessaires, notamment en mettant à la disposition des usagers un numéro vert en cas d'abus. Une solution qui s'est avérée efficace car nombreuses ont été les plaintes reçues. Les sanctions sévères ont été appliquées, les transports ont décidé de manifester en suspendant leurs activités, le retour de 5 passagers par banquette et la fin du port de visière. Les convocations sont injustifiées d'après ces derniers. Ils n'apprécient également pas que l'image de leur véhicule en infraction soit partagée sur les réseaux sociaux. Les infractions sont inadmissibles. La commune ne tolérera pas les abus des bus de la ligne D. Dans ce cadre, les sanctions devront s'appliquer d'après le maire de la commune d'Ivat ce jour. Et toujours dans ce contexte, des habitants d'Ivat protestent contre la tentative de destitution du maire Penzranjan Arsou décidée par les conseillers communaux. Il s'agit d'une stratégie pour empêcher le développement, ont déclaré des habitants d'Ivat qui ont organisé une manifestation ce jour. Fin de scène à Mireille, c'est Janjanab. Les habitants ont déclaré que le développement mis en œuvre par le maire de la commune d'Ivat impacte directement la vie quotidienne de chacun.
Si l'on ne cite que le rétablissement de l'électricité dans certaines zones pour réduire l'insécurité, la réhabilitation des ruelles et la mise en place d'un marché. Toujours selon eux, les conseillers devraient démissionner s'ils ne sont pas prêts à contribuer au développement. Il est évident qu'il s'agit d'une stratégie politique pour destituer le maire Pence, lequel, bien qu'élu sous les couleurs du team, a décidé de collaborer avec le régime. Nous défendons notre choix, c'est pourquoi la manifestation a eu lieu aujourd'hui, ont déclaré ses habitants. Toujours dans les actualités sociales, les conflits continuent entre les héritiers et d'une propriété foncière à Beravne, à Mbouibé-Ilaf, au niveau de la commune d'Akatkel-Ilaf, et un groupement de personnes qui effectuent des constructions illicites. Ces dernières ont d'ailleurs été convoquées par la commune, mais ne sont pas venues. La famille héritière, disposant des documents officiels, souligne qu'elle n'acceptera pas une telle situation. Andeniana Martina, Zaranjiansu. Il s'agit d'une propriété foncière de 6 hectares située à Mbouibé-Ilaf, au niveau de la commune d'Akatkel-Ilaf. Cette propriété est titrée au nom de 2 personnes, les descendants ont tous les documents y afférents d'après les familles héritières. Mais des individus s'y sont introduits depuis le 10 janvier, suivis un peu plus tard par tout un groupe. Ces nouveaux venus ont commencé par délimiter le terrain et à y construire des maisons. Interviewés par nos journalistes, les occupants ont répondu qu'il s'agit d'un terrain sans propriétaire dont ils sont en pleine procédure de titrage auprès des services des domaines. La commune, pour sa part, a déjà convoqué ses occupants à plusieurs reprises, mais en vain. Les héritiers affirment qu'ils ne se laisseront pas faire, d'autant plus que leur tombeau familial se trouve sur ces terres. Des cultures et des constructions illicites ont été observées sur les propriétés foncières étatiques gérées par le ministère de la Santé publique, alors que le ministère n'a délivré aucune autorisation d'occupation de ces propriétés par un particulier. Le service de gestion de propriété du ministère est donc descendu sur terrain afin d'y constater la situation. Les responsables échangeront avec les occupants des propriétés une fois cette descente achevée. Ce terrain d'Ambouimian est l'une des propriétés de l'État gérée par le ministère de la Santé publique. Des individus se sont introduits sur cette propriété de 2 hectares, certains y ont construit des infrastructures illégales si d'autres ont décidé d'y cultiver. Ce père de famille se dit avoir cultivé sur cette terre depuis plusieurs années à présent. Selon les informations, des gardiens ont été mis en place depuis 1972, mais ils disent ne rien savoir sur les occupants ni comment ils ont pu s'introduire sur ces terres. Ces derniers effectuent pourtant un rapport aux responsables lorsqu'il y a des cas suspects. Afin de régulariser la situation, les géomètres mandatés par le ministère de la Santé publique sont descendus sur terrain pour y faire un constat. Ces derniers descendront d'ailleurs au niveau des autres propriétés dans le cadre d'un contrôle. À l'international, des associations de défense des droits des femmes en Afghanistan veulent organiser des manifestations si les talibans ne rouvrent pas la semaine prochaine les écoles secondaires pour les filles fermées mercredi après avoir rouvert. France 24. En Afghanistan, la colère des femmes ne faiblit pas. Dimanche, des associations de défense du droit des femmes se sont réunies à Kaboul pour enjoindre le gouvernement taliban à rouvrir les écoles pour filles. Mercredi dernier, les écoles avaient pourtant ouvert leurs portes pour la première fois depuis la prise de pouvoir des talibans. Une rentrée de courte durée. Quelques heures plus tard, les écoles secondaires pour filles fermaient à nouveau, poussant des dizaines de femmes dans la rue. La décision du régime a provoqué un tollé bien au-delà des frontières afghanes. Dans le monde entier, les condamnations se sont succédées. Parmi elles, Malala Yousafzai, activiste pakistanaise du droit des femmes et prix Nobel de la paix. For girls' education, that it should be a non-negotiable condition for any diplomatic recognition of the Taliban. En Afghanistan, les droits des femmes s'étiolent chaque jour. Dimanche, le ministère de la Promotion de la Vertu a ordonné la séparation des sexes dans les parcs publics de Kaboul.
Confinement en 2 temps. La moitié de Shanghai est mise sous cloche ce lundi, au moment où la capitale économique chinoise de 25 millions d'habitants affronte sa pire flambée de Covid-19 depuis 2 ans. Les Shanghaïens habitant dans l'est de la ville sont confinés jusqu'au 1er avril à 5 h du matin à leur domicile, avec interdiction d'en sortir. À cette date, ce sera au tour de la partie ouest. France 24. Ce barrage de police coupe Shanghai en 2. L'est de la ville, qui comprend notamment le quartier d'affaires, est confiné pour 4 jours. À partir de vendredi, ce seront ensuite les habitants de l'ouest qui seront mis sous cloche. Objectif, accélérer le dépistage et freiner la propagation rapide du variant Omicron. Jusqu'à présent, Shanghai a toujours cherché à éviter un confinement total pour limiter l'impact sur l'économie. 比较严重嘛，分层了，你那个人来来往往少了，那个疫情就好一点了呗。不然的话，每个人都出来了。D'autres sont plus pessimistes, comme ce retraité qui s'inquiète de la hausse des prix et de la panique dans les magasins. 就是心里很不安定，外面这个谣传很多，什么东西没有了，什么东西快呀去买，这是很重要一个原因。 没有想到会就是这么严重。出行方面，衣食住行已经很小的，已经影响到各方面细节了，是这样感觉。 Depuis 2020, des mesures très strictes de traçage et d'isolement permettaient à la Chine de contenir largement le virus. Mais la souche Omicron met à mal la stratégie zéro Covid des autorités. 3500 nouveaux cas ont été rapportés à Shanghai ce lundi. Et pour terminer, le nombre de contaminations au Covid-19 en France repart à la hausse dans les établissements scolaires. Le protocole sanitaire divise les parents d'élèves. France 24, toujours. RT retrouvé, visage démasqué, mais pour combien de temps? Les cas de Covid ne cessent d'augmenter, alors le protocole sanitaire divise les parents d'élèves. Il y a eu beaucoup de restrictions. On en a peut-être même un petit peu trop fait à un moment, ça a été très pénible pour les enfants. Et là, d'un coup d'un seul, on a tout retiré. Mon fils a eu du mal à le retirer. Il a même peur parfois quand il y a trop de monde en classe. Il porte quasiment son masque tout le temps. Et même après l'arrêt du fait que les masques soient obligatoires à l'école, il continue à le porter. Et c'est vrai que nous-mêmes, en public ou en salle fermée, on continue à le porter. En tant que parent, moi je suis rassurée par rapport à la logistique de l'école et le fait qu'il n'ait pas le masque, je suis pas traumatisée. Fin de semaine dernière, 5685 élèves dans l'académie de Lille et 820 professeurs étaient atteints par le Covid, un nombre qui a bondi en 24 heures seulement. Et même s'il n'y a que 109 classes fermées, les syndicats enseignants s'agacent de la situation. Ils attendent au jour le jour, ils sont lassés de se rendre compte qu'ils sont informés au dernier moment, que le pilotage n'est pas forcément le plus précis possible. Les collègues, ils en ont assez. Enfin, ils sont fatigués de ces protocoles incessants et je remets le masque et je retire le masque. Alors le protocole sera-t-il revu d'ici les élections? Le rectorat n'a pas répondu à nos sollicitations. Mesdames et messieurs, c'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.